Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session. J'ai le grand plaisir à vous retrouver pour traiter avec vous et avec Marion d'Isère Attractivité et Jérémy, notre expert, les contenus libres de droit aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, nous allons donc vous présenter la démarche Instinct numérique et la démarche Tous sur le web et les actions qui sont inhérentes à ces démarches. Et puis, donc, vous présenter également le programme des web séminaires. Pour après vous donner la parole à Jérémy. Donc là, vous trouvez nos coordonnées. Donc moi, je suis Valérie Bouillon, animatrice numérique pour le département de l'Ain, pour le tourisme. Et donc, je suis coordinatrice du réseau Instinct numérique. Marion, je te laisse te présenter. Pour moi, c'est Marion. Je suis également animatrice numérique du côté d'Isère Attractivité avec mon collègue Johan Pinturo qui est absent ce matin. Vous avez donc nos coordonnées également sur le diapo pour nous contacter. N'hésitez pas à réagir si vous avez des problèmes de son, si voilà, dans le chat. Pour l'instant, je ne vois pas de retour de ce type, et c'est tant mieux. Mais voilà, on dit bonjour dans le chat, donc c'est bon signe. Donc, nos conseils pour un web séminaire réussi. Donc, on vous conseille plutôt de vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, d'utiliser un ordinateur et de naviguer de préférence avec Chrome ou Firefox. De fermer les applications histoire de concentrer vraiment votre attention sur le propos. Et puis, si vous avez un casque, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Et bien sûr, de vous installer dans un lieu calme. En tant que participant, donc, vous aurez accès au son, à la vidéo, au chat et à la rubrique questions pour transmettre vos interrogations à l'intervenant. Par contre, voilà, ne vous étonnez pas, on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas. Pour le fonctionnement, justement, il est de bon ton de bien avoir la différence en tête entre la rubrique chat où vous pouvez échanger entre participants, et puis la partie questions qui sert vraiment là à faire remonter vos interrogations. Vraiment, évitez de poser vos questions dans le chat, elles risquent de passer dans le fil des discussions et de ne pas être traitées. Donc voilà. Et si vous avez une question qui vous apprêtiez à poser et qui a déjà été posée, n'hésitez plutôt de la saisir à nouveau. Voilà, vous pouvez la liker et nous montrer finalement qu'il y a un gros intérêt à ce qu'on y réponde rapidement. Donc voilà, de toute façon, on s'est calé avec Jérémy pour que les questions soient traitées au fil de l'eau. Voilà, et puis on va aussi également vous envoyer quelques sondages pour avoir un retour d'expérience. Donc vous pourrez répondre aux questions dans la rubrique dédiée, donc la rubrique sondage qui est juste à côté de la rubrique questions, à droite. Voilà, je laisse la parole à Marion pour qu'elle vous présente la démarche Tous sur le web. Et donc, du côté de Isère Attractivité, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a mis en place Tous sur le web, qui maintenant donc, prend la forme de ces web séminaires en partenariat avec l'Ain, donc vraiment dans une démarche collaborative. N'hésitez pas à vous rapprocher donc, de vos référents sur les différents offices du tourisme ou auprès de moi-même et de Johan, qui sommes référents sur le territoire de l'Isère. Je te redonne la parole, Valérie. Voilà, donc là, vous avez la carte, excusez-moi, du coup, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, qui remontre bien les différents territoires concernés par ce programme Tous sur le web. Et donc, dans là, on est convaincu que l'humain est la force. Et donc, on a aussi une démarche collaborative à travers le collectif Instinct numérique. Donc, vous voyez là les coordonnées des responsables, des référents animateurs numériques de territoire dans les offices de tourisme concernés sur les zones orangées. Et donc, les zones grisées sont donc des zones dépourvues de ce type de référents. Et donc, je suis votre contact pour les zones en gris. Le programme, pour le coup, sur 2021, donc vous retrouvez tous les sujets qu'on a déjà traités, donc sur notamment les mentions légales, les lives Facebook, on a parlé influenceurs, on a parlé des nouveautés social médias, on a également traité des nouveautés Instagram avec un web séminaire dédié début avril. On a fait également un jeu concours, un web séminaire sur comment réaliser un jeu concours. Aujourd'hui, donc, c'est les contenus libres de droit et vont venir donc en mai ou juin les nouvelles règles sur le référencement naturel et puis TikTok en juin. Donc, on ne manquera pas de vous communiquer les dates desquelles seront calées. Pour tous les sujets qui sont déjà passés, pour mémoire, vous pouvez nous contacter, soit Marion, soit moi, pour qu'on vous envoie les liens des replays.
Je profite toujours des web séminaires pour vous parler. Alors, cet outil est dédié uniquement aux professionnels du tourisme de l'Ain, mais notre plateforme de site internet, qui est un outil fort pratique pour avoir un bon site web avec un bon rapport qualité-prix. Et vous avez 3 formules d'adhésion possibles, soit la formule personnalisée, soit la formule groupée, soit la formule en liberté. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Voilà, donc après le web séminaire, comme d'habitude, vous recevrez le lien vers le replay automatiquement. Et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon web séminaire. La parole est à l'expert. La parole à Jérémy. Merci. Merci Valérie, merci Marion. Et bienvenue à tous. Et donc, je vais lancer mon support. Je suis ravi une nouvelle fois d'animer ce web séminaire avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus peut-être technique que ceux qui m'ont vu par avant sur les réseaux sociaux. Pas technique, mais disons un peu juridique, etc. L'objectif principal, et je le dis tout de suite, c'est de mettre à l'aise un petit peu tout le monde avec les contenus, à la fois photos, vidéos, musique, libres de droit. Donc, on a des droits et des devoirs par rapport à ça. Ça s'est un petit peu complexifié également, mais là c'est vraiment pas l'objectif de vous faire peur avec tous les devoirs un peu juridiques, les documents qu'on devra faire, mais c'est également donc respecter un petit peu les bonnes pratiques en termes d'exploitation iconographique, musique, etc. Donc on appelait ça les contenus libres de droit. Où les trouver? On va parler des Creative Commons, qui sont des licences qui ont un peu simplifié tout cela. Vous n'hésitez pas, on a fait en partie, donc juste de respecter les questions par rapport aux parties, donc je vais voir ça avec vous tout de suite. Du coup, nous avons 1h30 ensemble et 30 minutes de questions-réponses en tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jérémy Dôme de Pax Formation. J'ai travaillé très longtemps pour les tour opérateurs. J'ai été agent de voyage, je connais bien le monde du travel. Et depuis maintenant 10 ans, je suis consultant formateur pour des écoles privées, des offices du tourisme avec lesquels j'ai travaillé sur des problématiques social médias et content marketing, donc les contenus. Les parties que je vous propose, donc on va faire une introduction sur les droits d'auteur et les droits à l'image. Parfois on se mélange ne serait-ce que dans les termes, donc on va un peu repréciser les choses. La partie 1 sera consacrée au Creative Commons, donc c'est une licence qui a été mise en place pour assouplir un peu ce qu'on appelle les copyrights, et vous allez voir que c'est important de les connaître. La partie 2, on parlera des photos libres de droit, ce sera la partie la plus importante parce que c'est souvent, je suppose, votre besoin en contenu pour vos sites web, pour vos réseaux sociaux, éventuellement vos documents print. On ira voir la partie icône, image vectorielle si on en a besoin. En partie 4, les vidéos libres de droit, qui sont souvent les mêmes plateformes utilisées que pour la photo, mais il peut y en avoir d'autres. Et enfin, quelque chose qui fait assez débat aujourd'hui, notamment avec l'utilisation de TikTok et d'Instagram, les musiques libres de droit, ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et surtout, où est-ce qu'on trouve des musiques libres de droit. Et puis, on a 30 minutes ensemble pour les questions que vous pouvez, comme l'a dit Valérie, poser au fil de l'eau. Je vous demande juste de respecter les parties. Donc, la partie 2, on pose des questions photos. La 3, les icônes. 4, vidéo, musique. Comme ça, ce sera surtout plus clair pour vous et je pourrai mieux répondre avec mon support. Alors, dans un premier temps, Valérie va nous partager un premier sondage qui pose la question au final de quel contenu libre de droit, et je préciserai ce que c'est un libre de droit, mais on va dire les libres de droit dits gratuits, et je mets des guillemets, dont vous avez besoin pour votre communication print ou web. Ça nous donne un peu la tendance, on a une petite idée, mais est-ce que vous avez, donc vous avez un onglet, un sondage, et vous pouvez faire multiples réponses. Est-ce que vous avez plutôt besoin de photos, de vidéos, de musique, de logos, illustrations, pictogrammes, tout ça c'est un peu dans la même famille, peut-être de texte. Le texte, j'aborderai un peu moins cela, mais il peut y avoir des sources intéressantes ou d'autres contenus éventuels. Donc, je regarde vos résultats dans les sondages. Valérie, tu peux soumettre le vote. Donc, je vous rappelle que vous pouvez faire plusieurs réponses, photos, vidéos, musique, logo, texte ou autre. Donc, je laisse un peu de temps pour que vous puissiez répondre. Ça me permet un peu de mieux savoir vos besoins. Et ensuite, les questions spécifiques, on pourra les poser en question. Donc, je regarde si tout le monde a bien vu l'onglet sondage. Donc, je laisse Valérie le partager encore un peu. Et on en aura un deuxième ensuite, un peu plus spécifique. Donc, Valérie, si on a déjà une première tendance sur les participants.
Oui, alors ce qui se détache, c'est les photos à hauteur de 37%. Oui. Et ensuite les musiques, 23%. Logo, illustration, icône, pictogramme à 21%. Et les vidéos à 17%. OK. Et enfin, texte à 2%. Et vidéo. Très bien. Bah, comme quoi, je suis étonné. J'aurais pensé que vidéo, photo, musique, dans cet ordre-là, je m'en doutais pas. C'est normal. Et picto, comme quoi il y a un besoin. Et vidéo, peut-être un peu moins. Ou ça peut vouloir dire qu'on peut souvent faire appel à des prestataires ou faire ses vidéos soi-même. Donc, on a moins besoin de vidéos libres de droit ou en tout cas des bouts de vidéo. Impeccable. Merci pour vos réponses. Ça nous donne une tendance. Et on va partager, du coup, le deuxième sondage qui est un peu plus spécifique et qui pose cette question. Du coup, c'est finalement comment vous faites, comment vous trouvez vos sources ou comment vous créez, parce que les contenus, bien sûr, on peut avoir besoin de trouver des sources pour avoir des contenus dits libres de droit plutôt dans les gratuits, mais il y a aussi des banques d'images, on va voir ça. Et on peut les faire, bien sûr, en faisant appel à un photographe, à une agence, ou faire soi-même avec un smartphone, un appareil photo, etc. Donc ça, c'est plutôt en termes de pratique, comment vous travaillez votre content marketing, votre marketing de contenu pour les sites web, le print, les réseaux sociaux. Pareil, ça nous donne une bonne tendance de ce que vous faites. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. La mauvaise pratique, ce serait de ne faire que du Google Images, et je vais vous montrer pourquoi, mais vous avez une petite idée. Mais disons, de voir un petit peu ce que vous faites. Là également, vous pouvez faire plusieurs réponses. Car généralement, on n'a pas qu'une pratique là-dessus. Donc, j'ai mis Google Images, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, les banques d'images. On va voir qu'il y en a plusieurs. Je vais vous citer les principales et puis ce que ça implique derrière en pratique. Votre appareil photo, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs et de photographes en herbe ou confirmés dans la salle. Le smartphone, on avait fait des formations et des visios sur bien utiliser son smartphone. Et puis, faire appel à l'externe, ou travailler des contenus, des visuels en Photoshop ou Canva. Donc, n'hésitez pas à répondre. Et Valérie va me donner une tendance du deuxième sondage pour qu'on voit un petit peu mieux vos pratiques à ce sujet. Tout à fait. Donc là, voilà, ça s'est stabilisé. Donc, en top 3, on est donc sur banque d'images à 20%. Oui. Mon smartphone à 18%. Oui. Je crée moi-même mes contenus type Photoshop ou Canva, 16%. Oui. Suivi de près par mon appareil photo à 14%. Pareil, super. Et après, prestation externe avec un photographe vidéaste, on est à 11%. Oui, ça c'est intéressant parce que ça voudra dire de réfléchir à tout ce qui est droit d'auteur, éventuellement droit d'image. Donc, photographe 11, ok. Voilà, et après on est sur Google Images à 6 et Google 4. Et au même niveau, pardon, le 4% Google, Pinterest, Instagram. Ok, 4% pour, on va dire, les réseaux sociaux un peu classiques. Et après voilà. Facebook et YouTube encore plus classique, 1% là. Impeccable. Donc, sans surprise, merci beaucoup Valérie. Merci à tous pour les réponses. Sans surprise, c'est l'utilisation des banques d'images qui est privilégiée. Et ensuite, un smartphone. J'imagine que vous travaillez tous avec Canva ou avec Photoshop et vous faites quand même appel à des prestataires externes. Et donc, ça nous permet de poser les bonnes questions au sujet de l'utilisation des contenus. Du coup, la première partie que je vous propose, c'est un petit peu de se mettre au clair, si ce n'était pas déjà le cas, entre droit à l'image et droit d'auteur. Donc, dans un premier temps, on va parler de droit à l'image. Le droit à l'image, c'est chaque individu possède un droit, c'est son droit au respect de la vie privée, donc on va appeler ça le droit à l'image. Donc là-dessus, je vous ai mis à chaque fois les sources, et je rappelle que vous aurez le support à chaque fois, donc tout est sourcé, puisque c'est un domaine un peu juridique, donc on fait attention à ce qu'on dit, puis il peut y avoir des changements. Il y a quelques petits changements qui sont intervenus, notamment sur les vidéos de mineurs, par exemple, ces derniers temps avec YouTube. Du coup, droit à l'image, l'accord écrit par défaut, il va falloir le demander. Je sais que c'est un gros travail, mais ce que ça dit, ça veut dire que quand quelqu'un est identifiable, un privé, une personne privée, est identifiable dans un lieu privé ou dans un lieu public, et qu'il est identifiable, c'est-à-dire qu'une personne dans une foule, on n'a pas vraiment besoin, il faut avoir un accord écrit. Le consentement oral ne suffit pas. Donc moi, je suis community manager, ça m'arrive de faire beaucoup de photos avec mon appareil photo, avec mon smartphone, des vidéos, etc. Donc, on a tendance à dire, on va demander le consentement oral, ça suffit. Par défaut, surtout pour votre site web, quand vous avez des photos qui vont durer longtemps, etc., attention, pensez à un écrit. Donc là, ça précise cela, c'est les sources du service public.
Donc, voilà, consentement oral ne suffit pas. Le bon sens marche. Le bon sens, ça veut dire, on prévient les personnes qui vont être en photo à quelle destination est prévue la photo ou la vidéo. Mais par défaut, surtout avec des mineurs, bien sûr, il va falloir avoir des accords écrits par défaut. Du coup, pour vous simplifier un peu la tâche, si vous n'avez pas ces documents déjà avec vous, ce qu'on appelle le document de cession de droit à l'image, donc ça, c'est je fais une photo d'un particulier, je veux qu'il soit d'accord et qu'il ne me fasse pas une problématique après. Ce document-là, moi, j'utilise WonderLegal, c'est ce que j'utilise pour les mentions légales de sites web, les politiques de confidentialité, RGPD, etc. Je vous les mets ici si vous n'avez pas déjà ça en magasin, sinon il suffit de le refaire. WonderLegal, ce n'est pas gratuit, mais en fait, c'est un système très simple. Vous allez en ligne, le document, il est mis à jour et vous n'avez plus qu'à remplacer avec votre numéro de SIRET, l'entreprise, quelle destination, le nom de la personne qui est en photo, etc. Donc ça, c'est un document qui coûte la première fois à 29 €. Ensuite, vous pourrez en faire des copies. Vous n'allez pas faire ça à chaque fois, bien sûr. Le but, c'était qu'on ait chacun le bon document si vous ne l'avez pas en magasin. Donc ça, que vous donniez une rémunération à votre modèle ou personne sur la photo ou pas, il faut un contrat de cession de droit à l'image. Dans le cadre d'un modèle payant, bien sûr, il y a une histoire de prix à négocier en plus. Donc, confondez pas droit à l'image pour la personne avec droit d'auteur qui va être l'utilisation qu'on va faire de la photo en termes de droit d'auteur, de droit d'utilisation. OK ? Donc, si on a des problématiques de ce qu'on appelle le droit à l'oubli sur les réseaux sociaux, on se dit, tiens, il y a une personne qui a fait une photo, une entreprise qui a fait un camping, qui a fait une photo de moi ou une vidéo, j'ai pas envie qu'elle continue. Le privé, le particulier a le droit de supprimer un contenu, peu le font, peu le savent, mais vous pouvez vous mettre à l'aise avec des gens qui pourraient vous faire jouer leur droit à l'image ou droit de retrait à l'image. Ça existe. Je vous ai mis le lien du suppression de contenu Google et celui sur Facebook également. Donc là-dessus, on est quand même assez protégé. Ce qu'il faut, c'est savoir et puis pouvoir expliquer que ça peut être assez faisable. Puis sinon, simplement, vous supprimez la photo sur les réseaux sociaux ou sur votre site. D'accord ? En termes de droit d'auteur, donc c'est la deuxième chose qu'il va falloir faire attention. Le droit d'auteur, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette photo et pour quelle destination? Est-ce que je dois payer cette photo? Est-ce que je dois mentionner le photographe? Est-ce que je peux réutiliser cette photo? Est-ce que je peux avoir cette photo puis la retransmettre, etc. Donc là, je vous ai mis des sources d'infographie qui sont de eStock, qui est un des leaders dans les banques d'images, qui s'appelle Getty Images, plutôt des images avec des budgets et des prix, différemment de Pixabay. Donc, il y a trois possibilités. Il y a Internet, où là, il va falloir faire attention avec Google Images, on va en parler, il faut citer la source de l'image, vérifier ce qu'on a le droit de faire ou pas. C'est pas toujours très clair sur Google Images, donc un peu à éviter, on va voir. Vous faites appel à un photographe, donc là, il faut avoir un contrat de droit d'utilisation, donc un contrat de cession de droit d'auteur, on va le voir juste après, je vais vous donner le document type. Donc, il faut avoir une autorisation écrite. Et puis, si on fait des photos, des consentements des personnes ou des biens, il y a également les biens qu'on peut faire qu'on peut prendre en photo sur l'image. Donc ça, c'est dans ces cas-là, il faut se poser les bonnes questions. Et enfin, les banques d'images, c'est pas étonnant que vous ayez répondu à 20% que vous utilisez les banques d'images, parce que normalement, si la banque d'images est bien faite, elle va vous dire ce qui est faisable ou pas avec cette photo. Donc là, on a des autorisations. Ce qu'il faut résumer, je le dis notamment pour Instagram, où il y a une pratique de partage de contenu qui est parfois un petit peu abusive, où on l'a tous un peu fait, récupérer des photos, reposter, etc. Donc là, au minimum du minimum, et on va commencer à utiliser les licences Creative Commons, le petit logo avec le CC, à ne pas confondre avec copyright tout seul, c'est qu'un C. Le CC, c'est Creative Commons. Le bon sens et le minimum à faire, c'est au minimum de citer le nom du photographe. C'est notamment ce qu'on va pouvoir faire sur Instagram et je le redirai. OK ? Donc, par rapport à ça, si vous faites, vous étiez peut-être une dizaine, ou une dizaine, 10% à utiliser des photographes ou des influenceurs, comme on appelle les créateurs de contenu ou une agence, ce qu'il va falloir faire, et normalement ils vont vous en parler, c'est d'établir un contrat de cession de droit d'auteur. Ça veut dire, je fais faire des photos en externe à un photographe, à une agence, à un influenceur, un youtubeur, des vidéos, etc. On va établir un contrat de cession de droit d'auteur. Et ce contrat va dire pour quel montant, ça peut être gratuit ou pas gratuit, ça peut être pour quelle destination, etc. Donc, on va conclure un contrat de cession qui sera plus clair entre vous, le client, et le créateur de contenu. Donc là également, je vous ai expliqué et je vous ai mis la source, qu'est-ce que c'est un contrat de cession de droit d'auteur et
vous en avez besoin que les droits soient payants ou gratuits, d'accord? Et idem, un peu comme avec les droits à l'image, je vous propose ici un contrat de cession de droits d'auteur si vous en avez pas, ou si votre prestataire, photographe et autres n'en a pas, généralement ils l'ont parce que c'est leur métier, mais au cas où, je vous en ai mis un ici, toujours avec Wonder Legal, qui est une entreprise française qui fait tous ces contrats types et qui nous simplifie la tâche. Le premier, il sera à 60 €, mais après, vous pourrez en refaire plusieurs. L'avantage de Wonder Legal, c'est que les documents sont à jour. Ce sont des documents qui peuvent changer. Qu'est-ce qu'on y dit dedans? Quel droit je cède? Quel territoire? Est-ce que j'ai le droit d'auteur pour la France ou pour le monde? Quelle est la durée? On peut avoir des droits d'auteur que pour une année. Est-ce que je paye ou pas? Donc, c'est la rémunération. Est-ce que c'est une photo qui est en exclusivité pour mon site web? À ce moment-là, je n'ai pas le droit de la faire utiliser par quelqu'un d'autre ou un partenaire. Donc, attention à la sous-cession à un tiers. Quel type d'exploitation, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits d'utilisation peuvent être proportionnels, les droits d'auteur, pardon, peuvent être proportionnels à leur utilisation. C'est ce que j'expliquerai après. C'est pas pareil de mettre une photo dont on a acheté les droits d'auteur pour un site web et de faire la première page d'une brochure ou encore plus d'un livre, etc. Donc, c'est un peu proportionnel à la destination, les droits d'auteur. Ok? Donc, tout simple, le contrat de cession de droits d'auteur, il n'est pas compliqué. Vous allez sur ce site, vous complétez les premiers champs et vous aurez un document type si vous ne l'avez pas déjà. Donc, on se met à l'aise avec ça. Ici, les autorisations de prise de vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un bien, donc si on doit faire une photo de paysage, bien sûr, on est tranquille, on est dans le public, le paysage encore heureux n'appartient à personne, donc on fait la photo, il n'y a aucun problème. Ce qui peut se poser comme question, c'est si je suis dans le cadre d'un bien privé, type un hôtel, quelle autorisation je dois demander ou pas. Donc prise de vue intérieure, on va demander une autorisation, c'est du bon sens, mais on peut avoir à demander l'écrit autorisation obligatoire. D'accord? Dans le domaine public, si vous faites une photo d'une statue et qui est dans le domaine public de plus de 70 ans, on n'a pas besoin de demander une autorisation. Et donc là, on peut se mettre un petit peu à l'aise. Bien sûr, si vous commencez, donc photo, c'est à main levée comme ça. Si vous commencez à installer un pied de photo, que vous faites un tournage vidéo, là, il faut des autorisations, c'est encore un autre sujet. D'accord? Mais si on fait une photo smartphone ou appareil photo et sans pied, vous n'avez pas besoin de demander une autorisation si on est dans le domaine public. Privé, c'est encore du bon sens, mais on fait attention à cela. Ok, il ne faut pas gêner le propriétaire, c'est sa vie privée, etc. Mais voilà. Donc, il faut poser la question. Petite précision également sur ces droits d'auteur, droits d'utilisation. Ça, c'est pas toujours très clair et la frontière est assez mince. Qu'est-ce que c'est une photo éditoriale et une photo commerciale? Parce que les droits peuvent être un petit peu différents. Il faut juste comprendre que de l'éditorial, c'est par exemple un journaliste qui fait une photo pour un journal local, c'est une photo éditoriale. Donc là, les personnes prises en photo sont dans le domaine public, elles ne peuvent pas normalement s'opposer à la publication dans la presse. Alors des fois, vous le verrez, vous voyez souvent à la télé ou quoi, ils floutent un peu les gens dans le doute. Mais ça, c'est une photo éditoriale. Donc, on peut avoir à moins se poser la question. Éditorial, ce n'est pas publicitaire ou promotionnel. Donc, un blog local pourrait plus utiliser des contenus et des personnes comme cela. Bien sûr, quand on passe, c'est la deuxième, en utilisation commerciale, là, on fait attention parce que si vous en faites une utilisation commerciale, les personnes représentées peuvent avoir encore plus envie de faire jouer leurs droits d'auteur et donc en retirer un bénéfice. Idem avec les droits à l'image. D'accord? Donc, en gros, si on prend un exemple de mode, un journaliste qui fait une photo d'un défilé de mode, le mannequin ne demandera pas, il n'est pas tenu en tout cas de demander un budget pour les photos qui ont été faites de ce mannequin. Si on fait une publicité avec un mannequin, c'est à des fins commerciales, le mannequin va demander une rémunération, donc on signe un contrat. Voilà. Donc, je sais que dans le tourisme, la frontière va être assez fine, mais disons que commercial, c'est publicité sur le web, un flyer, etc. Ça va être important quand on va voir les droits d'utilisation qu'on va pouvoir qu'on va avoir sur ces banques d'images. Ok? Éditorial, commercial, ne mélangez pas les deux. Le copyright en France, il faut le savoir, n'a pas de valeur juridique. Je vous ai mis la source de l'INPI ici, Institut national de la propriété industrielle. Donc, on met souvent, moi le premier, ça m'est arrivé de mettre copyright 2021 avec mon nom sur un site web ou autre. Mais en réalité, à l'international, pour les Américains, les Anglais, ça veut dire quelque chose, mais en France, non. Donc, on le met par habitude et un peu par copie du système américain, mais le système copyright ne veut pas dire grand-chose. C'est du vocabulaire et ce ne sera pas opposable en termes juridiques.
Ok, donc je tenais à le préciser. Donc partie 1, justement, pour un peu assouplir ces copyrights et ce qu'on appelle le tout droit réservé, les Américains ont inventé ce qu'on appelle le Creative Commons. Et ça, si vous avez déjà utilisé les banques d'images, vous avez déjà sûrement vu ces logos. Donc les Creative Commons, c'est ce petit logo avec le CC, à ne pas confondre avec le petit logo avec le C de copyright. Et Creative Commons, c'est une association à but non lucratif. Je vous ai mis ici la source Wikipédia si vous voulez savoir un petit peu comment ça a été créé. Et en fait, ce sont des logos avec des petits pictogrammes comme ça. Alors au début, quand on les découvre, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, je suis là pour vous expliquer un petit peu mieux. Mais en fait, il faut comprendre qu'en France, vous avez en tout 6 licences Creative Commons et qui sont en fait une association des différents petits pictogrammes qui vont vous dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc là, je vous ai mis une petite jauge des Creative Commons en partant du haut le plus souple en utilisation jusqu'au plus strict qui serait le droit d'utilisation, tout droit réservé ou copyright à l'américaine. Et là, on évite d'en faire aucun usage. Pour comprendre, en fait, la licence Creative Commons, elle commence avec celle que j'ai mis ici, là, la CC0. Donc là, 0, ça veut dire il n'y a aucune licence, on peut un peu tout faire. Elle va être assez rare, mais c'est là, le niveau 0 de la Creative Commons. Et ensuite, on commence avec le deuxième, qui est le CC BY. BY en anglais, avec le petit bonhomme. BY, ça veut dire il faut au moins mentionner le photographe. Donc, par exemple, sur Instagram, ce sera le strict minimum qu'on va faire, c'est mentionner le compte qui a fait la photo ou la vidéo. Donc, c'est le CC BY. Et plus on descend vers le bas comme ça, plus on va rajouter le CC BY avec un autre logo qui est la flèche qui tourne, qui est partagé de la même manière. Je peux le partager sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas le modifier. Et ensuite, on va avoir le CC BY interdit pour des contenus à des buts commerciaux. Donc, je peux l'utiliser si je ne vends pas, mais si je l'utilise pour un flyer ou pour une publicité payante sur Facebook, c'est interdit, etc., etc. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on voit ces logos, on ne les comprend pas tous. Je les ai mis ici avec un tableau, vous aurez ce support après. Et là, le tableau, en fait, vous permet, encore une fois, du plus souple attribution. On peut partager, on peut faire une exploitation commerciale et on peut même remixer pour la musique. Il y a des gens qui mixent les musiques. Et si on va jusqu'en bas au non commercial, non dérivatif, ça veut dire on n'a pas le droit d'utiliser à des fins commerciales, on n'a pas le droit de le modifier. Donc voilà, je vous ai mis la source, et typiquement là je cite une source, et c'est un exemple, la source de Guillaume Désiel, là, qui a mis ce tableau-là, il faut que je cite, je n'ai pas le droit d'en faire une utilisation commerciale, vous non plus, et on doit le partager tel quel, c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça, vous le voyez parfois sur des blogs, le blog Infotourisme le fait souvent quand il cite un contenu, on remet les petits pictogrammes. Ce qui est un peu dommage en France, c'est que c'est pas toujours utilisé. C'est vrai que c'est un effort de remettre ces petits pictogrammes. Vous pourrez les trouver sur le site Creative Commons. Donc, sur vos sites, si vous utilisez certains contenus Creative Commons, vous devez mentionner quelle utilisation et donc quel pictogramme vous permet de faire cette utilisation. D'accord? Donc, voilà un petit peu les permissions et les interdictions d'usage. Et là-dessus, pour se mettre un peu plus à l'aise et pour peut-être s'en servir et mieux comprendre les Creative Commons, vous aurez ici, sur le site de Creative Commons, une banque d'images. Elle est beaucoup moins qualitative en termes de contenu. Elle est un peu, on va dire, illustrative. Elle est un peu pour les journalistes plutôt que pour des beaux sites ou des beaux réseaux sociaux un peu waouh. Mais disons qu'ils ont fait un site de moteur de recherche, de banque d'images, où vous avez tous les filtres ici, du Creative 0 jusqu'au plus strict. On peut l'utiliser à des fins commerciales, je ne suis pas obligé de citer, etc. Vous allez, là j'ai fait une recherche avec Bourg-en-Bresse et vous avez quelques contenus. Alors ça ne vaut pas les banques d'images, mais bon, ça a le mérite d'exister. Si jamais vous voulez en faire un bon usage, au moins vous comprendrez bien les Creative Commons. OK ? Justement, Jérémy, on a une question qui nous demande donc, Christine, quelle est la différence entre banque d'images et Google Images? Oui, alors très bonne question. Je vais l'aborder tout de suite après dans la partie 2 sur les photos et donc les photos libres de droit. Une banque d'images, vous allez connaître vraiment justement la licence d'utilisation que vous allez avoir. Google Images est une banque d'images des banques d'images. Donc parfois c'est assez clair et je vais le montrer juste après. Parfois on ne sait pas trop si on a le droit d'utiliser.
Donc, par défaut, j'éviterai un peu d'utiliser Google Images parce que c'est pas toujours très clair l'utilisation qu'on a le droit d'en faire. C'est pas très qualitatif, alors qu'une banque d'images va être plus qualitatif, je vais le montrer juste après, et vous donnera justement les droits d'utilisation nécessaires. D'accord? Donc, il y a une question de qualitatif, une question de pratique, je le montre tout de suite. Justement, sur les droits, on a deux types de licences au final. On a les licences, et le sujet aujourd'hui, ce sont les licences libres de droit. On a tendance à généraliser un peu le libre de droit égale gratuit. Donc, ça ne veut pas vraiment dire ça, mais c'est souvent le cas. Effectivement, on a le droit d'utiliser gratuitement, donc on dit gratuit. Une licence libre de droit, ça veut dire qu'on paye uniquement et de manière forfaitaire une première fois une image et on en a une utilisation pour certaines utilisations. Et là, c'est payant ou pas payant. Mais une image libre de droit, au final, peut avoir un coût. Donc, c'est là que c'est un petit peu la confusion. Alors qu'une licence de droit géré, on a un droit d'exploitation proportionnel à l'utilisation de l'image. Droit géré, ça veut dire si j'achète une photo pour un site web, elle sera en gros moins chère que si je l'achète pour faire la première page d'un livre ou d'un catalogue qui sera édité à tant d'exemplaires. Donc, c'est ça que ça veut dire droit géré. D'accord? Libre de droit, c'est un peu plus souple parce qu'on peut en faire un peu plus ce qu'on veut. Le droit géré, on peut l'utiliser que pour certaines destinations. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, généralement, libre de droit, c'est ce qu'on va avoir justement avec les licences Creative Commons, dans une certaine mesure. C'est ce qu'on va avoir avec Google Images, mais attention à bien filtrer, je le montre juste après. Et c'est ce qu'on va avoir, vous l'utilisez le plus souvent, vous étiez 20% à répondre ça, les banques d'images. Les banques d'images type Pixabay, Canva, Unsplash, Pexel, dites gratuites, mais vous allez voir qu'elles ne sont pas toujours gratuites. Il faut un peu filtrer à ce sujet. Et donc ça, je vais aller les voir ensuite, toutes les banques d'images. Et si on est dans les licences de droit géré, généralement, on va faire appel à certaines banques d'images, mais dites payantes ou avec un certain budget. Et surtout, photographe, agence photo, créateur de contenu, influenceur. Si vous travaillez avec un influenceur, il y avait un webinaire à ce sujet-là. Si vous travaillez avec un influenceur, l'influenceur va faire une opération avec vous. Mais qu'est-ce qu'il va faire, et vous, des photos et des vidéos après l'opération? Donc là, on aura peut-être intérêt à faire un contrat de licence de droit géré qui va dire, voilà, vous avez le droit, l'office du tourisme, l'hôtel, le camping, d'utiliser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être proportionnel à la rémunération, ces photos ou ces vidéos, où vous n'avez pas le droit. Par contre, moi, j'ai le droit de les partager sur mes réseaux sociaux et on fait une opération que réseaux sociaux, mais vous n'utilisez pas mes photos pour une brochure. Donc, c'est ça l'histoire des droits gérés. Il faut faire un petit peu attention à bien clarifier ça et je vous ai donné les documents adéquats. OK? Justement, c'était la question de Christine. Donc, on rentre dans la partie 2, les photos libres de droit. Google Images, ce que je dis, c'est la solution un peu trop simple et un peu risquée. On est tous allés sur Google Images rapidement pour chercher des images. Bien sûr, je vous dis qu'on peut continuer à le faire. Mais là, ce qu'il faut faire en bonne pratique, il faut vraiment le faire. Et Google Images a un petit peu clarifié les choses là-dessus. C'est que je vous ai mis le lien à Google Images. Dans ces cas-là, vous allez, il y a un petit bouton là, je voulais encadrer en orange. Faites une recherche filtrée. Ça s'appelle, vous cliquez sur Outils. Et là, quand vous avez Outils, il va vous filtrer les photos que vous avez retrouvées. Là, par exemple, j'ai tapé Bourg-en-Bresse et il va nous filtrer soit les photos avec des licences Creative Commons, ce qu'on vient de voir, avec la licence assouplie par rapport au copyright, donc normalement plutôt du libre de droit, ou des licences commerciales qui sont plutôt des banques d'images où vous allez devoir payer l'image, vous acheter un certain nombre d'images, etc. Donc ça, faites le tri. Et normalement, quand vous cliquez sur libre de droit, vous pouvez utiliser l'image dans une certaine mesure, et c'est normalement gratuit. Je dis normalement parce qu'il peut y avoir des coûts ou des limites à ça. Et licence commerciale, on va aller dans du payant. D'accord? Donc là, par exemple, je fais la recherche Bourg-en-Bresse, toujours avec la licence Creative Commons. Ça va nous donner normalement des résultats des banques d'images Pixabay, Flickr, Wikipédia. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est un peu moins qualitatif. On n'a rien sans rien. Le libre de droit veut dire aussi un petit peu plus gratuit, etc. Donc, c'est pas toujours très qualitatif. Mais là, vous pouvez l'utiliser. Alors, vous allez voir qu'on sera vite limité si on fait qu'avec ces licences Creative Commons. Et si vous cherchez du licence commerciale et d'autres types, là, ça va vous donner accès à tout ce qui est ce qu'on appelle des micro-stocks ou des stocks d'images, des noms qu'on connaît bien, Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, eStock, etc. Je vous ai mis les pictos des principaux connus. Et là, en moyenne, c'est autour de 4 €, 5 € la photo, mais généralement, on en achète une dizaine pour 50 €. Et là, vous allez avoir un coût,
Et en face, il va vous dire ce que vous pouvez utiliser, quelle destination. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire la couverture d'un livre. Encore une fois, j'insiste, mais pour un site web, ce sera OK. D'accord? Du coup, là, Google Images, vous voyez, c'est un peu limité. Et au final, pourquoi ne pas aller directement sur les banques d'images dont c'est le métier? Et là, on va avoir clairement les droits d'utilisation clairement affichés. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Ici, on est allé sur peut-être la plus connue, peut-être pas la plus qualitative, mais intéressante, c'est Pixabay. Donc là, j'ai fait une recherche avec vélo, par exemple. On est sur Pixabay, là, on est bien d'accord, on n'est plus sur Google Images. Et là, je tape vélo, il me trouve 10 000 images, dites gratuites. Alors attention, gratuit, il faut aller un petit peu creuser un peu plus que ça. Et là, sur Pixabay, pour ceux qui n'ont pas l'utilisation encore, vous avez des banques d'images avec des photos dites gratuites, donc tout en bas, hein, donc celles qui sont plus en dessous, là, la première avec le VTT qui saute, etc. Là, a priori, 0 €. Et au-dessus, vous allez avoir des images sponsorisées. Qui dit image sponsorisée, c'est une annonce publicitaire, c'est de la publicité. Et là, normalement, on va avoir des images qui sont autour de 4 €, 5 € l'image, peut-être une cinquantaine d'euros les 10. D'accord? C'est du Getty Images, Shutterstock, etc. Ce qu'on appelle des micro-stocks d'images. Là, ne piquez pas les images. On l'a tous fait un petit peu par inadvertance, on va dire rapidement une fois. Là, vous aurez des watermarks. Le watermark, c'est le logo de Pixabay ou le logo de Getty Images dans l'image. Ça veut dire qu'on ne peut pas la prendre, elle n'est pas libre de droit. À l'inverse de celles qui sont en dessous, vous n'avez pas de watermark, vous pouvez les récupérer. Donc là, c'est ce qu'on fait, par exemple, je veux une image libre de droit, je n'ai pas de budget, j'en veux une pour les réseaux sociaux, pour mon site web, hein, une utilisation simple. Là, Pixabay, je vous ai mis le lien de Pixabay licence, il me dit bien, noir sur blanc, c'est ce que je préfère par rapport à Google Images, c'est bien marqué libre pour un usage commercial, donc je peux en faire une publicité, je peux en faire un flyer par exemple, et il me dit pas d'attribution requise, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de citer soit le stock d'images, soit le nom du photographe, hein, parce que ce sont souvent des stocks d'images et pas des noms de photographes. Alors, pas d'attribution requise, on peut le mettre, c'est toujours un plus, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Donc là, il vous dit que oui, vous pouvez l'utiliser pour les réseaux sociaux, et là, on est tranquille. C'est un peu la différence de faire Pixabay de cette manière-là et de faire Pinterest. On récupère une image, mais on ne sait pas trop si on peut l'utiliser. Quelqu'un l'a peut-être récupéré de quelqu'un, qui l'a récupéré de quelqu'un, donc on n'est pas vraiment à l'aise. On peut tomber sur un concurrent qui vous en voudra d'avoir piqué son image. OK? Petite précision, on l'avait dit sur le webinaire, sur bien utiliser et créer des visuels de qualité. Je vous recommande, avant de cliquer tout de suite sur télécharger sur Pixabay, c'est de choisir la bonne dimension adaptée pour votre besoin. Donc plutôt pour le web, la deuxième, 1200 sur 800, et qui sera 300 KO. On va éviter de dépasser 200 à 500 KO pour les sites web, sinon tout va être ralenti. Et pour l'impression, on va monter sur de la haute définition, donc plutôt l'image à 5000 sur 3000. Faites attention, impression toujours plus gourmande en termes de qualité et de dimension pour des raisons de couleur, pour des raisons de qualité, etc. OK? Oui, j'ai une question. Oui. Donc, qu'en est-il de l'usage de contenu libre de droit ou gestion gérée dans une base de données type Apidae avec une diffusion nationalisée? Eh ben, dans ces cas-là, vous devez avoir sur la base de données, vous devez avoir les licences qui sont indiquées et qui vont vous dire quels droits vous en avez, etc. Là, il faut faire attention à ce que vous avez souscrit avec eux. Là, je peux pas vous dire comme ça quel type de licence il y a. Si c'est du libre de droit ou si c'est de la gestion gérée, il faut que vous regardiez quelle utilisation vous en avez. Vous devriez avoir quelque chose avec une foire aux questions dessus. Qu'est-ce que je peux faire de cette photo? Quelles sont les autorisations? Type photo, site web, réseaux sociaux, oui. Type utilisation brochure, oui ou non, etc. Donc là, voilà. Déjà, en nationalisé, ça veut dire que vous avez les droits sur la France, a priori, peut-être pas à l'international, etc. Donc là, dans vos systèmes d'information, il faut que vous vérifiez les droits d'utilisation que vous en avez. Voilà. Ils sont à destination généralement des documentations touristiques, des sites web touristiques et autres, mais il peut y avoir une limite à ça. Donc, il faut vérifier les destinations, il faut vérifier la durée aussi. On peut avoir le droit d'utiliser une photo dans une certaine durée, parce que le photographe qui a mis cette photo a vendu cette photo pour une certaine durée. Voilà, donc c'est juste des droits. Donc, je ne peux pas vous répondre directement, mais poser la question sur les droits d'utilisation et les destinations d'utilisation, et puis la durée éventuellement, c'est une question de licence.
Donc là, je vous ai montré donc la bonne utilisation de Pixabay. Pixabay, il faut le savoir, elle est inclue dans Canva, puisqu'en fait, Pixabay a été racheté de la même manière que Pexel a été racheté par Canva. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est le lien directement, vous l'avez, canva.com/p/pixabay. Vous allez arriver ici, je vous ai fait l'exemple, et là, on a un certain nombre, je n'ai plus le nom, mais ça doit être des milliers de photos qui sont dans Canva, qui sont en fait celles de Pixabay. Je vous ai fait pareil avec le Pexel. Je crois que dans Pixabay, je l'avais ici, laissez-moi juste vérifier. Oui, il y a 392 000 photos libres de droit dans Canva avec Pixabay, et en contenu sur Pexel, 500 000. Donc, on est assez large là-dessus. D'accord? Et là, c'est ce que vous allez avoir. Parce que dans Canva, il y a des libres de droit, donc gratuits, 0 €, mais il y a aussi des photos qu'on a le droit d'utiliser qu'une fois pour 1 €. Donc là, souvent, on ne le respecte pas, mais normalement, c'est marqué, vous pouvez l'utiliser une seule fois et vous payez 1 €. Donc, faites attention à totalement libre de droit, et libre de droit soumis à rémunération aux conditions. D'accord? Donc là, voilà, avec ça, vous êtes déjà assez à l'aise. Et vous avez une autre banque d'images, vous pouvez me répondre en chat ou en question, qui n'utilise pas Unsplash, parce que ça, franchement, c'est pour moi un concurrent, si on peut dire, parce que ce sont des concurrents avec souvent des contenus libres, donc 0 €, mais Unsplash est plus qualitatif. Pixabay, on a très souvent le sujet qu'on cherche avec un mot-clé, on va trouver une photo. Unsplash, moins souvent, ce qu'il faut, c'est mettre le mot-clé en anglais, et on va avoir des images un peu plus wow, plus adaptées pour les réseaux sociaux ou pour les premières pages de sites web. Donc là, je vous ai pris un exemple avec camping. Donc là, si je tape camping, j'ai eu 9000 images gratuites. On est dans une licence de type Creative Commons. Je vais vous montrer ce que c'est la licence Unsplash. Et là, pareil, hein, ne prenez pas forcément la première photo en petite vignette, ni la plus grande, mais pour le web, la médium suffira. OK? Et du coup, là, idem sur Unsplash, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Je voulais encadrer. Donc, toutes les photos peuvent être téléchargées et utilisées gratuitement, commercialement et non commercialement. Et ils vous disent la citation, la mention du photographe n'est pas obligatoire, mais elle est appréciée. Sous-entendu, si vous faites ça, c'est sympa parce que ça fait un peu de la pub à Unsplash, bien sûr qu'il vous a proposé quelque chose à 0 €, et puis au nom du photographe. Donc, vous pouvez copier-coller si vous avez envie de ça sur vos mentions légales ou sur les rubriques où vous avez les mentions des photographes et des contenus sur votre site web. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de revendre cette photo à d'autres banques d'images. Ça, on s'en doute un peu. Donc, ça peut être un peu pareil sur les contenus libres de droit d'une base de données touristique. Il y a des limites à l'utilisation. Ça peut être comme revendre cette photo ou faire des cartes postales que vous allez vendre avec la photo que le système d'information touristique vous a mis en accès. Vous ne pouvez pas refaire des cartes postales avec. Enfin, voilà, il y a du bon sens, mais ça peut être des choses comme ça qui sont interdites. Okay? Donc, on se pose la question de la destination. Donc, Pixabay et Unsplash, on est assez à l'aise avec ça. Alors, sur les photos, s'il n'y a pas de questions, j'avance un petit peu. Sur la partie photo, on pourra y revenir. Ce qui est intéressant aussi, parfois, on se pose la question de qu'est-ce que c'est un watermark. Et moi, j'ai fait mes propres photos avec mon photographe, ou moi-même, ou avec un influenceur, un créateur de contenu. On peut avoir envie de soi-même mettre un watermark pour protéger et qu'on ne vous pique pas les photos sur votre site et ailleurs, puisqu'elles vont ressortir dans Google Images. Donc là, je vous ai mis un outil qui s'appelle watermark.ws qui permet, là j'ai fait un exemple avec une photo où je me suis permis de remettre le petit watermark de un tourisme. Donc un watermark, c'est ça. Les photographes professionnels aiment bien les mettre pour éviter qu'on leur pique. C'est ce que vous retrouvez souvent sur Pinterest. Donc quand vous avez un watermark, vous savez qu'on va éviter d'en faire une utilisation commerciale, où on va contacter le photographe et voir ce qui est possible. Et pour en mettre un, vous avez cet outil-là. Si vous faites une photo avec un watermark un par un, l'outil est gratuit. Si par contre, vous voulez en faire en masse pour gagner du temps et de la productivité, l'outil, mais moi je l'ai utilisé parfois juste mensuel, c'est 4 € pour un mois. On peut le prendre qu'un mois et travailler très rapidement comme ça. OK? On a Caroline qui nous demande, une exposition est-elle considérée comme une utilisation commerciale? Alors, oui, par défaut, parce que l'exposition, c'est surtout qu'on a fait des tirages. Les expositions, on peut avoir un billet d'entrée pour une exposition. On peut vendre, bien sûr, les photos. Donc, par défaut, oui.
Mais une exposition de photos, il va falloir contacter les photographes et leur expliquer dans quel cadre vous le faites. Déjà, ils aiment bien qu'on sache quand on fait un tirage de leurs photos et pour quelle destination c'est, etc. Donc là, ce qui se fait souvent, mais c'est pas vraiment le sujet là aujourd'hui en touristique, mais ça peut être une exposition à titre gratuit. Et ça, ils vont être d'accord. C'est vous qui payez les tirages et l'exposition. Et le photographe est d'accord pour être exposé. Peut-être qu'il va pas vous demander des droits. Bien sûr, si vous vendez la photo, il va vous en demander. Donc là, c'est un partenariat gagnant-gagnant que vous pouvez faire. Mais par défaut, je contacterai le photographe. Là, de toute façon, on est dans le culturel, on n'est plus vraiment dans la communication. Donc voilà. Donc oui, je dirais que par défaut, c'est une utilisation commerciale. Mais ce qui se fait souvent, c'est j'expose gratuitement. C'est vous qui payez les développements, les agrandissements, la salle, etc. Et si vous vendez, ben voilà. Si vous êtes une galerie professionnelle, il y a une commission. Si vous faites ça de manière publique, vous reversez tous les droits au photographe, par exemple. Il y a plein de cas de figure. Watermark pour le web, en tout cas, je conseille pour certains sites web qui veulent protéger leurs propres photos et pas se les faire piquer. Un blogueur ferait ça, par exemple. Et surtout, on ne pique pas les images quand il y a un watermark. Hein. On sait que c'est illégal. Par contre, je ne m'obligerai pas non plus à mettre un watermark à toutes vos photos que vous avez faites avec votre smartphone ou votre appareil photo sur le terrain pour Instagram. Ça gâche un peu la photo. Donc là, bon, il y a un risque de se faire piquer son image, mais voilà, il est peut-être à prendre. Si on est un photographe professionnel ou amateur, qu'on n'a pas envie de, je protégerai mes photos avec un watermark pour ces raisons. D'accord? Et ensuite, justement pour la partie Facebook et Instagram, pour les réseaux sociaux, c'est ce que font beaucoup de créateurs de contenu, les influenceurs, quand ils ne veulent pas trop qu'on leur pique leurs belles photos, leurs belles vidéos, etc. Pour pouvoir faire jouer leurs droits d'auteur, justement, ils font ce qu'on appelle le Right Manager de Facebook. Je vous ai mis le lien ici. Et donc là, pour créer un compte, on dit, voilà, j'ai cette page Facebook, je veux dire que telle et telle photo, j'ai des droits dessus, j'en ai marre qu'on me les pique. Et donc certains font ça, pas tous, mais il y en a qui le font. Et ils mettent ces photos dans le Right Manager. Sous-entendu, Facebook, Instagram devra signaler quand cette photo est utilisée de manière abusive et qu'elle ne respecte pas les droits d'auteur. Donc, bon, très peu le font. On voit beaucoup de sites et de grandes pages Facebook, type Partir loin, Voyager loin, des comparateurs de camping, etc., qui utilisent des photos qui sont utilisées ailleurs. Dans ces cas-là, minimum, on cite le photographe original. Et s'il n'est pas content qu'on ait partagé sa photo, il vous le fera savoir en message privé, en public. Dans ces cas-là, on l'enlève. Mais vraiment toujours citer, c'est ce qu'on appelle le Creative Commons by, hein, citer le photographe au minimum. Si on veut aller plus loin, on protège avec ça. Voilà. Du coup, j'en avais parlé avec Valérie, et c'est pas pour faire de la publicité ici, mais comme on a beaucoup des banques d'images américaines et avec des systèmes comme ça, j'aime bien toujours citer un outil français ou un partenaire français éventuel. Et du coup, ça, c'est emis.fr, qui est une des banques d'images françaises. Il y en a plusieurs, mais celle-ci est une qui est surtout la particularité, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, la particularité des spécialisés dans le tourisme. Donc là, j'ai fait une recherche avec et j'ai trouvé 1700 images parce que les banques d'images type Unsplash, Pixabay à l'américaine, eh ben, ça vous a pas échappé. Sur des recherches très spécifiques de notre beau territoire français, ils sont vite limités. Si on cherche une rivière, une photo d'un lac, d'une randonnée, d'une montagne à côté de chez vous, dans votre territoire, d'hôtel, de camping, d'office du tourisme, c'est vite limité. Alors, on a les systèmes d'information pour ça, effectivement. Voilà. Alors là, attention, le budget, il n'est pas de 4 € en moyenne, hein, je dis une moyenne parce que ça peut vraiment varier. Il est plutôt de 50 à 100 € la photo que de 5 à 10. Mais je vous ai donné un ordre d'idée de budget. Mais ça, c'est pareil. Ça peut être pour des brochures. Si on veut une photo vraiment waouh qu'on trouve pas ailleurs, ça peut peut-être valoir le coup pour sa brochure 2022 de prendre une photo comme ça ici, etc. Donc là, idem, on va négocier un prix pour une durée, une exploitation, etc. Donc, si on a besoin pour une brochure d'1 an, on peut négocier le prix pour juste 1 an. Si on veut en faire un livre, etc., ou une exposition, là, bien sûr, c'est autre chose. C'était un peu la question de Caroline. D'accord? Donc là, vous irez voir. Elles sont toutes watermarkées, c'est-à-dire que vous avez un petit logo. C'est un peu le concurrent de Getty Images, mais à la française. C'est sympa. Ils ont toutes les photos dans le monde, mais beaucoup les françaises. Et c'est que des photographes français. Donc, voilà. Vous avez certains tour opérateurs qui font leurs photos de brochure ici. Voyageurs du monde, pour ne pas les citer. Sur Emis, oui. On a une réaction. Sophie nous demande s'il n'y a pas de gratuit. Non. Alors, Emis ne fonctionne pas comme ça.
il ne fonctionne pas comme les micro-stocks type Pixabay. En fait, Pixabay a fait un partenariat avec d'autres. Ils montent des photos gratuites et ils mettent des liens sponsorisés vers les micro-stocks type Getty Images payants. Donc, eux, ils n'ont pas fait ça pour faire un peu différent et parce que c'est une agence un peu plus traditionnelle à la française et un peu moins, on va dire, à l'américaine et mondiale, etc. Donc, ils ont annoncé la couleur. Les photos ont un coût. C'est plus comme avant, mais c'est un coût. Alors après 50, j'ai mis une fourchette un peu haute. Ça peut être un peu moins selon votre utilisation. Puis généralement, on utilise quelques photos, on achète quelques photos. D'accord? Voilà. Mais après, vous les contactez. Hein. Moi, je travaille pas pour eux. J'ai été fut un temps community manager avec eux, donc je connais bien la maison et je sais qu'ils travaillent beaucoup avec des tour opérateurs. Mais voilà, je voulais citer. Et voilà, moi, je suis un fils de photographe. Il faut savoir qu'à un moment donné, les belles photos, elles peuvent avoir un prix, même si on peut très bien servir de photos à 0 € et que ça fait l'affaire. Moi, le premier sur mon site, j'ai beaucoup de photos libres de droit à 0 €. Mais voilà, dans certains cas, on va avoir besoin d'une photo qualitative. Ça vaut le coup en budget d'investir, et pas toujours. Donc, pas de gratuit sur Emis. Si vous n'avez pas de questions sur la partie photo, mais on a du temps, j'allais passer à la partie pictogramme, mais on pourra revenir à des questions photo, hein, n'hésitez pas. Voilà, mais je voulais clarifier, droit d'auteur, droit d'image, banque libre de droit, banque, disons, microstock payant, ne pas se mélanger dans les licences libres de droit et les licences de droit géré. Généralement, dans le tourisme, on utilise plutôt les licences libres de droit. Donc, partie 3, c'était votre deuxième, non, c'était la troisième, après la musique, le troisième besoin. Icône 8, pour moi, c'est une des références pour aller chercher une icône, un pictogramme. Qu'est-ce que c'est une icône, un pictogramme? Ce sont des petits visuels vectoriels généralement, plutôt petits, plutôt pour faire des boutons sur les sites web ou pour ajouter sur un visuel, hein, comme un logo. Par exemple, je veux rajouter mes liens vers les réseaux sociaux, j'en veux un petit peu des liens des réseaux sociaux un peu noir et blanc plutôt que les couleurs un petit peu pétard des réseaux sociaux. Je peux le faire sur mon site web et je vais aller ici. De la même manière, il y a des droits d'usage, il faut faire attention, c'est pas toujours libre de droit, ou alors, en tout cas pour Icône 8, ils disent c'est libre de droit à condition que vous mettiez un lien d'Icône 8 sur votre site. Voilà. Tu l'utilises gratuitement, mais tu me fais de la pub. C'est un peu le deal. Les autres banques que Icône 8, c'est Flaticon et Icône Monster. Donc moi, ce sont les trois que j'utilise pour les sites web. Mais Icône 8 est assez bien fait. Il peut vous demander de créer un compte. On peut être limité en nombre de recherches gratuites par jour. Au bout d'un moment, il a tendance toujours à nous pousser un peu un modèle économique. Hein. Et là, par exemple, j'ai fait une recherche hôtel. Et du coup, il me donne plein de séries de pictogrammes. Idéalement, pour respecter votre identité visuelle, on va prendre des icônes dans la même famille d'icônes, hein, parce que sinon, c'est pas très joli sur un site web. Donc, on prend des familles d'icônes. Et là, plutôt, le pictogramme, c'est du 64 pixels. Il vous dit que c'est bien free download, donc téléchargement gratuit, mais il vous dit ajouter un lien sur votre site. Donc, ça permet de leur faire de la publicité, etc. Donc, on choisit, si c'est un format PNG, SVG, etc., le format du fichier, on choisit la dimension, plutôt 64 pour un pixel, mais on peut aller chercher plus grand, et on télécharge. Voilà, aussi simple que ça. Les autres Flaticon et Icône Monster fonctionneront un peu de la même manière. Donc, là-dessus, je ne voulais pas aller beaucoup plus loin parce qu'au final, les pictos, c'est assez rapide. Faites attention, il y a des droits. Pareil, dans Google Images, tiens, je cherche un logo, je vais le chercher, etc. Alors, les logos commerciaux, on ne vous en voudra jamais de les utiliser parce que vous faites de la publicité. Donc, là-dessus, une fois, on m'avait posé la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle ou telle marque? Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, ils nous font confiance, ou on a fait un séminaire avec telle entreprise et on a envie de mettre les logos. Les logos d'entreprise, ils ne vous en voudront jamais. Encore plus, si vous mettez un lien derrière, ça leur fait un lien entrant, ce qu'on appelle un backlink. C'est toujours positif pour son référencement naturel. Donc, demandez à une entreprise, est-ce que j'ai le droit d'utiliser votre logo? Voilà. Après, attention à certaines marques dans les produits, etc., qui préfèrent qu'on leur demande. Mais bon, là-dessus, pour des clients, je me mettrai à l'aise. On leur fait de la publicité, il n'y a pas de raison. Sur les vidéos, du coup, vous avez été moins nombreux à demander les vidéos libres de droit. Ce sont souvent les mêmes banques d'images, notamment Canva qui a racheté la banque d'images Pexel Vidéo. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, là, c'est pas bien sûr d'aller chercher une vidéo libre de droit et je vais l'utiliser telle quelle, mais c'est plutôt si on fait du montage vidéo et qu'on va avoir besoin de certains, ce qu'on appelle rush.
C'est-à-dire, j'ai fait une super vidéo, mais il me manque une fontaine, il me manque une cascade, il me manque un vététiste de dos qui fait un beau chemin, etc., pour un peu booster son côté waouh et sa créativité et l'immersion dans une vidéo. Donc là, ça, Canva est pas mal fait là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont une banque de vidéos libres de droit également. Il y en a certaines payantes et certaines libres de droit. Là, vous avez vu, j'ai filtré sur mon Canva entre les gratuits et les pros. Pro voulant dire, soit vous prenez un compte pro qui coûte 9 € par mois, soit vous payez tant la vidéo. Ok, donc il faut faire attention, c'est pas toujours gratuit, c'est Canva, vous l'avez bien vu. Et vous rajoutez votre contenu en vidéo. Généralement, c'est des boucles de 10 à 15 secondes de vidéo, puis on peut les couper. Si on a juste besoin d'un lac pendant 5 secondes, on peut le faire à la fin d'une vidéo, par exemple. Donc, c'est pas un outil de montage à proprement parler Canva, vous en avez d'autres, mais on peut déjà faire des choses pas mal. Donc là, c'est pour Canva. J'en parle à chaque fois, même si c'est un budget assez élevé, donc c'est pas libre de droit au sens propre du terme, mais PlayPlay, vous l'avez en gratuit 7 jours, et ça, c'est une application topissime pour les vidéos de type Instagram, TikTok, interview avec les sous-titres, un peu les vidéos à la brute et à la combini qu'on voit un peu pulluler sur les réseaux sociaux. C'est souvent PlayPlay, l'outil derrière. Donc, vous pouvez le tester gratuitement 7 jours, et eux, ils ont une banque d'images, de vidéos qui est incroyable, et pour le tourisme, vraiment adapté, beaucoup mieux que Canva à mon sens. C'est une boîte française, PlayPlay, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, au dernier nouvelle, ils étaient français, contrairement à Canva. Et ensuite, c'est 200 €. Alors, c'est cher, oui, mais ça peut être pris pour un mois. Donc, si vous faites 10 vidéos pour 200 € avec l'outil très pratique et des contenus, parce qu'il y a vraiment une grosse banque de vidéos dans PlayPlay, ça peut être un budget assez correct, je dirais. Donc, allez voir PlayPlay si vous ne connaissez pas pour la partie vidéo. Je l'associe à la partie musique, sur les musiques libres de droit. Là, avec Canva, vous pouvez toujours aussi, c'est une nouveauté d'il y a 2 ans de Canva, vous pouvez rajouter des musiques libres de droit. Donc là, ils peuvent filtrer par voix ou par instrument. Je recommande de ne pas mettre des voix sur une vidéo où vous avez déjà une voix off ou des choses à dire en interview, parce que ça fait un peu redondant et on ne comprend plus trop la vidéo, donc plutôt des musiques instrumentales et non vocales. Et vous pouvez rajouter des musiques, alors c'est pas des tubes du moment, on va parler de droit d'auteur et de SACEM après, un petit peu, mais ça a le mérite d'être libre de droit, donc 0 €, et il n'y a pas de droit d'auteur à payer auprès de la SACEM, etc. Donc là, très facile, quand vous avez fait votre vidéo, votre montage, vous avez l'onglet musique dans Canva, vous faites un choix par thématique de musique, et vous faites glisser la vidéo, vous faites glisser la vignette de musique. On peut baisser le volume, ce que je recommande sur les vidéos. On peut couper la vidéo, etc. Donc ça, c'est pas mal. Faites des essais. C'est assez bien fait, puis vous aurez tout au même endroit. Vos visuels, vos logos, vos vidéos que vous importez, etc. et la musique libre de droit. Bien sûr, si vous faites du montage pro avec des outils Adobe, Final Cut, Adobe Premiere, etc., ou Vegas, vous n'avez pas besoin de ce outil simple, mais si vous êtes dans du montage assez simplifié pour les réseaux sociaux et pour aller vite, Canva peut très bien faire l'affaire déjà. Ok ? D'autres sources de musique libre de droit, celle-ci est vraiment pratique, notamment pour les réseaux sociaux, pour Facebook et Instagram, qui nous demandent aujourd'hui beaucoup de musique libre de droit, notamment pour les nouveaux formats de Instagram sur les Reels, les vidéos, etc., pour Facebook également. Donc là, vous avez et je vais y aller après, on aura le temps de le montrer si besoin, Valérie me dira, rattaché à votre page Facebook, donc il faut avoir une page Facebook, vous avez à avoir des outils de publication, et dans les outils de publication, vous avez celui-ci, c'est-à-dire le Creator Studio. Je vous ai mis le logo, c'est aussi une application smartphone. Le Creator Studio, il y a une banque de sons, vous voyez, je vous l'ai encadré ici. Le Creator Studio, ça permet en gros de programmer vers Instagram, de programmer des vidéos, de faire des streams vidéo, de faire des publications vidéo en live sur plusieurs pages en même temps. C'est ce qu'utilisent les influenceurs quand ils publient à plusieurs endroits ou quand ils font des partenariats avec vous. Le Creator Studio, c'est ça. Et la banque de sons, je vous ai mis le lien ici et comment ça s'affiche. La banque de sons, aujourd'hui, il y a 8000 musiques libres de droit, donc elle est quand même conséquente. Et elle est très bien faite parce qu'on peut filtrer par genre, par ambiance, par durée. On peut enlever chant si on veut pas de voix. C'est mieux de ne pas mettre une voix, en tout cas, normalement, sauf sur une vidéo très courte, pour vos vidéos touristiques. Et vous avez 8000 morceaux. Une fois que vous avez trouvé le morceau qui va bien, on le télécharge en MP3 et on peut l'importer dans vos outils que vous avez, comme par exemple Canva
Comme certains utilisent peut-être d'autres outils de montage, vous chargez ça sur MP3. Vous avez InShot, j'en ai pas parlé lors de cette webinaire, j'en ai parlé dernièrement sur les outils Instagram. InShot qui est une application pour faire du montage Instagram qui peut être pratique. Donc vous intégrez votre MP3 InShot et vous faites votre Reels par exemple pour Instagram. Ok. Donc ça c'est très pratique sur le papier. Je dis bien sur le papier, Instagram, Facebook, avec ce Creator Studio, dit ces contenus libres de droit le sont pour Facebook et Instagram. Sous-entendu, si vous l'utilisez pour YouTube, non. Alors, vous verrez un peu les utilisations, parce qu'ils sont un peu concurrents Facebook et YouTube. Et la musique libre de droit pour YouTube, elle est normalement pour YouTube, etc. D'accord? Donc, je vous laisserai vérifier là-dessus. Et l'équivalent, justement, de la musique libre de droit chez YouTube, ce sont ces deux sources. La première, c'est la musique libre. Donc, c'est une des plus grandes chaînes où vous avez énormément d'extraits vidéo avec des musiques libres de droit. Donc, celle-là, c'est la référence. Si vous ne la connaissiez pas, je vous ai mis le lien et vous l'avez à la fin en annexe. Et ici, il suffit de visionner des vidéos par thème. Vous allez avoir des thèmes voyage, des thèmes ambiance, des thèmes musique du monde, etc. Vous choisissez votre musique. Vous la téléchargez. Généralement, le lien, il est en descriptif de la vidéo YouTube. Vous le téléchargez, ce sont généralement des liens SoundCloud, qui sont des hébergeurs de musique pour les DJ, etc., ou les musiciens, et vous téléchargez en MP3. Ce qu'ils demandent généralement, pareil, c'est le Creative Commons by, donc de mentionner les auteurs. C'est gratuit, oui, mais on est sympa, on mentionne les auteurs. Donc le minimum à faire et la bonne pratique, c'est que vous utilisez cette vidéo dans votre vidéo YouTube, dans le descriptif, vous avez une rubrique musique, et vous mettez les auteurs et la source, et tout va bien. Si vous mettez rien, c'est pas sympa et ça respecte pas un peu ces licences ouvertes. OK? Et YouTube a également, alors il y a un peu moins de morceaux libres de droit, mais parce qu'il y a beaucoup de chaînes ailleurs. La chaîne Studio YouTube, c'est l'outil pour créer ces vidéos et faire un peu de montage, mais c'est très basique, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Le Studio YouTube, si vous publiez des vidéos sur votre chaîne YouTube, vous avez une bibliothèque audio, je vous l'ai encadré ici, donc il faut avoir une chaîne audio, une chaîne YouTube à votre nom, au nom de l'entreprise, pas à votre nom personnel, et vous pouvez l'utiliser dans ces cas-là. Donc là, il y a 1400 titres de musique, pareil, vous les écoutez, vous pouvez les télécharger. Donc c'est dans bibliothèque audio, ça c'est vraiment l'équivalent de Creator Studio chez Facebook, vous avez le YouTube Studio chez YouTube. OK ? S'il y a des questions sur la musique ou sur vos pratiques, je vois qu'on a du temps. Valérie me dit aussi pour le temps. On a un peu de temps. Il y a d'autres sources que je n'ai pas mentionnées ici parce qu'on les avait vues sur d'autres webinaires, notamment Instagram. Mais vous êtes censé savoir que quand vous avez un compte professionnel Instagram et Facebook, vous ne pouvez pas utiliser un tube du moment où on n'a pas les droits. Et donc, ils ont fait des banques des banques de sons libres de droit directement sur l'interface Instagram et Facebook. Elles sont moins bien, mais voilà, légalement, vous êtes en droit de les utiliser. Il n'y a que les comptes personnels Instagram qui ont le droit d'utiliser un tube du moment. C'est idem pour TikTok. Alors, c'est souvent détourné, ça. C'est-à-dire que vous allez trouver des tubes à quelques notes près ou qui sont des remixes de tubes qu'on reconnaît mais qui ne sont pas les vrais tubes. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup sur TikTok. Donc, à utiliser parce que vous voulez avoir le rythme bien connu, mais dans une certaine limite. Les entreprises en France sont soumises à la SACEM pour les droits de musique. On va en parler un tout petit peu après. Du coup, musique libre de droit oblige. Ou alors, vous achetez les droits à la SACEM et vous le faites savoir. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur la musique, ici, je vous ai juste mis le lien sur la SACEM. Voilà, on pourrait faire un sujet un peu plus long sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas la SACEM et je ne suis pas là pour faire les droits et le devoir, mais je vous dis juste ce qui peut arriver, bien sûr. Donc, c'est prendre des licences pour les hôtels, etc. adéquates. Je vous ai mis le lien SACEM dans le tourisme ici. Ce qui peut arriver, c'est que vous ayez une vidéo d'un événement festif dans votre hôtel, dans votre camping, où il y a de la musique. Donc là, il faut faire attention à la diffusion. Ils peuvent vous couper la vidéo. Ils vont vous demander, avez-vous les droits d'utilisation? Donc là, vous pouvez faire valoir vos droits SACEM si vous avez bien les droits SACEM. Mais souvent, ce qui se passe, c'est quand une musique du moment est un peu trop connue, il y a un cryptage dans le fichier et il vous bloque la vidéo. Ça arrive beaucoup sur Facebook, Instagram, YouTube. Donc ça, c'est un peu
un peu pénible. Du coup, voilà, je vous ai mis les droits et les devoirs. La SACEM n'est pas très bavarde sur les droits dans les réseaux sociaux parce que c'est une vraie problématique. Ils n'en parlent pas beaucoup sur leur site. En tout cas, voilà, montrez pas de blanche au niveau des droits d'utilisation et de diffusion, même si vous diffusez la radio, bien sûr, dans votre hôtel, dans votre camping, vous êtes censé payer la SACEM. Voilà, donc je voulais faire ce tour-là. On a le temps pour des questions-réponses ou revenir un peu en arrière sur des besoins, photos, pictos, vidéos ou musique. Et Valérie, je peux prendre la main sur certains outils, surtout le Creator Studio de Facebook, qui est assez, à mon avis, recommandé à utiliser. Oui, s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas d'autres questions, donc oui, j'allais proposer ça. Ouais. Ok, donc je reste ici et là, je vais aller prendre… Réagir. Voilà, Si posez vos questions, questions. je peux revenir en arrière. Voilà. Là, je vais juste vous montrer comment on accède au Creator Studio de Facebook, c'est tout simple, si vous ne le connaissiez pas déjà. Ici, je vais juste partager l'écran et aller sur ma fenêtre Facebook. Donc, ici, Valérie, tu me dis si c'est OK. Vous voyez mon partage de Facebook ici? Alors, c'est en train de se charger de mon côté. Oui, ça fonctionne de mon côté. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Si voilà, pas le cas. Donc là, je suis sur ma page et sur le côté, l'onglet, on a nombreux onglets. Malheureusement, la page Facebook, elle se complexifie un peu aujourd'hui. Ils sont en train de changer un peu tout ça. C'est un peu fatigant. Mais vous avez ici l'onglet outils de publication. Donc, je clique ici. Il m'amène sur des outils de publication. Et là, vous avez ici le Creator Studio sur le côté, dans les outils. Donc, Creator Studio pratique pour faire du multi-publishing, c'est-à-dire publier une vidéo sur plusieurs pages à la fois, pour faire un streaming de live, pour faire de la programmation vers Instagram, etc. Et puis ici, vous avez la banque de sons pour la musique libre de droit, qui est ici. Voilà. Et donc, voilà, 8400 morceaux, et vous pouvez filtrer ici par les types de musique, vous pouvez filtrer par les ambiances, par les durées. Si vous avez besoin, juste pour Instagram, une format vidéo d'1 minute, ça sera ici. Est-ce qu'on veut mettre du chant ou pas de chant? Pas de chant, on cliquera ici. Si je veux une durée de 1 minute, voilà, de 30 secondes à 1 minute, je suis ici pour Instagram, ça peut me suffire, etc. Une fois que je ne vais pas le mettre là parce que vous allez avoir la musique un peu forte, une fois que vous avez fait votre audition ici et vous téléchargez en MP3 ici. Voilà, ça c'est pour Facebook et Instagram. Donc on se met à l'aise avec ça. Il y en a d'autres, des sources, mais elle est quand même assez conséquente celle-ci et facile d'utilisation. Jérémy, pour le coup, c'est resté bloqué. Il a frisé sur la première page? Oui. Alors je vais la repartager. Ouais. Hop, je vais le refaire, c'est pas grave. Alors, je vais couper ce média, peut-être que c'est dû à ça. Hop, je repartage ici. Le Creator Studio. Peut-être le partager que quand tu es au niveau de la banque de son, peut-être. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, donc là, je voulais vous montrer le chemin. Je suis sur ma page Facebook, je vais dans Outils de publication, et dans Outils de publication, il y en a plusieurs. Il y a le fameux Facebook Business Suite qui marche bien aussi, mais là, on va aller chercher le Creator Studio. Et dans le Creator Studio, là, j'y suis, c'est le petit logo qui est ici. Dans le Creator Studio, vous avez les banques de sons. Voilà. Donc, je vous ai mis les liens dans le support. Creator Studio, pratique pour Facebook et pour Instagram. Donc, voilà ce que je montrais si ça n'a pas été partagé. Ici, les genres de musique. Ici, les ambiances. Donc, si on choisit ici, on va choisir par exemple, on va choisir un sur la route, un 30 minutes. Alors hop, on va prendre plutôt inspirant. Ah non plus, d'accord. Énergique, sans chant. Voilà, énergique, 30 minutes, 30 secondes à 1 minute et pas de chant. Voilà, c'est ça que j'avais activé tout à l'heure. Voilà, on peut mettre avec du chant ou sans chant, etc. OK. Donc ça, c'est le Creator Studio. Et puisque nous avons le temps, je peux montrer l'équivalent avec le YouTube Studio, où je vais maintenant, hop, le YouTube Studio ici. Voilà, c'est le tableau de bord de la chaîne, ça on a tous accès. Tu me dis Valérie si ça fonctionne bien, mais là vous voyez un tableau de bord, voilà. Donc c'est un outil YouTube, c'est un outil gratuit, et ça s'appelle tableau de bord de la chaîne.
YouTube. Et là, vous avez ici bibliothèque audio. Donc, voilà, bibliothèque audio. On n'en a pas beaucoup, hein, des morceaux ici, mais ça marche avec le même système. Et vous avez les licences pour YouTube. Donc là, on a le droit d'utiliser pour YouTube. Il y a des effets sonores aussi s'il y a besoin, etc. Sinon, la chaîne de référence, c'est musique libre de droit. Je la partage tout de suite, maintenant. Hop, partager l'écran. La chaîne, celle-là, normalement, quand on fait des vidéos YouTube, on la connaît. La musique libre, elle s'appelle. Voilà, je la partage maintenant pour qu'on se rappelle du logo. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, disons que c'est celle qui fait un peu référence. La musique libre. Vous avez des familles de types de musique. D'accord? Il y en a avec des musiques sans droit d'auteur, il y en a libre de droit, mais il faut citer l'artiste, etc. Donc, vérifiez toujours, lisez un petit peu rapidement les droits. Vous choisissez, et ensuite, si par exemple, je ne vais pas la lancer parce que ça va lancer la vidéo, mais vous avez dans les, comment dire, dans les descriptifs de la vidéo, le lien SoundCloud, on télécharge. Voilà. Donc, je voulais faire un petit tour là-dessus. Est-ce que sur les pratiques de banque d'images, il y a des questions? C'était les principales questions qu'il y avait là-dessus. Il y a peut-être des banques d'images que je n'ai pas citées, hein, j'ai cité les principales. Voilà, la bonne pratique très facilitée, c'est quand même Canva. Parce que Canva, on va pouvoir créer son contenu, utiliser une musique libre de droit, une vidéo libre de droit ou une image libre de droit. Voilà, vous avez sûrement, comme l'a dit, c'était Sabrina, peut-être tous des bases de données spécifiques pour utiliser cela. Donc, regardez dans vos bases de données quels sont les droits que vous avez, quelles sont les licences autorisées. Voilà. Je voulais vous montrer une dernière petite chose, mais après, j'écoute les questions, Valérie. Je voulais juste vous montrer que je vous ai mis les outils en support. Hop. Voilà. Ici. Tous les outils, je vous les ai mis là en annexe avec tous les liens vers ces banques d'images. Pour moi, mon objectif, c'était de vraiment vous montrer le maximum de possibilités en libre de droit et en usage facilité et à 0 €. Mais il ne faut jamais hésiter à aller chercher quand même parmi nos créateurs de contenu, les photographes, etc. Soit on fait soi-même, et ça peut être pratique, soit on fait appel à des professionnels. Donc, ne soyez pas étonnés qu'une bonne image, une bonne vidéo, forcément, elle ait un coût parfois. Je ne suis pas non plus un pro à utiliser que des contenus à 0 €. À un moment donné, ça peut se ressentir. Il faut pas en abuser, quoi. Voilà, il faut faire un petit peu un mix et une utilisation des deux. Vous avez vu tous mes liens ici s'il y a besoin. Et puis, j'écoute pour les questions-réponses, s'il y en a des nouvelles. Je regarde dans le chat et dans les questions. Non, Jérémy, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que le propos a été très clair. On a pu poser donc les questions au fil de l'eau. Merci. On va donc clôturer cette session aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces explications très claires et ce temps aussi que tu prends toujours pour nous faire une petite démonstration des outils. Je pense que c'est toujours très pratique. Avec grand plaisir. Voilà, on a des personnes qui commencent à nous saluer pour nous dire au revoir. Écoutez, très bonne journée à tous et à toutes. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine session. Connectez-vous à nos outils, notamment à notre site web 1-pro.com pour les professionnels du tourisme de l'Inde pour être au courant des dernières actualités. Et puis, à très bientôt. Merci pour tout. Merci à vous. À très bientôt. Merci.